Chers amis auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct. En effet, le dernier libre journal des contribuables a été animé par mon ami Alain Mathieu et celui d'août enregistré, ce qui ne permettait pas de dialoguer avec vous. On reprend donc les bonnes habitudes et le journal comprendra donc deux parties, un débat d'actualité autour d'une personnalité politique et un magazine, le magazine des livres, des initiatives et des idées. Le débat d'actualité aujourd'hui aura lieu en seconde partie avec Philippe Vittel, qui est député du Var, vice-président de la Commission de la Défense nationale. Et nous aurons la chance d'avoir en même temps Ivan Stefanovic, qui est auteur d'un ouvrage qui vient juste de paraître en début de mois, Défense française, le devoir d'inventaire. Pour la partie magazine, sont déjà à mes côtés dans le studio deux auteurs très en pointe sur des sujets fort différents. Evelyne Josselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Tea Party, l'Amérique à la reconquête de ses libertés, mais vous êtes surtout une experte dans toutes les questions de politique américaine. Chers auditeurs, vous aurez sans doute compris que je l'ai invité pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines aux États-Unis avec ce blocage parlementaire qui a fait la une de l'actualité. Serge Le Bigot, bonjour. Bonjour. Serge Le Bigot est l'auteur d'un document qui vient de paraître, lui aussi, alors tout frais, la semaine dernière, le dossier noir du cannabis, témoignage accablant. Je l'ai déjà reçu dans ce journal il y a quelque temps, car il est le président de l'association Parents contre la drogue. Et nous pourrons revenir sur une actualité bien française, cette fois, l'ouverture programmée d'une salle d'injection pour les drogués à Paris. Je suis assisté de Jean-Baptiste Léon, qui est rédacteur en chef des enquêtes du contribuable. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benoît. Et de Bernard de Fabrègue pour lire vos messages. Bonjour Bernard. Bonsoir Benoît. Il y a également à nos côtés pour sa traditionnelle rubrique fiscale, mais bien sûr il pourra intervenir quand il voudra, Olivier Berthaud. Bonjour Olivier. Bonsoir Benoît. J'espère bien sûr que le débat s'instaurera entre tous nos invités, car je suis certaine qu'ils s'intéressent tous au sujet des autres et qu'ils ont éventuellement des questions à poser, donc surtout n'hésitez pas. Avant de commencer, les portraits de nos deux invités par Jean-Baptiste Léon. Evelyne Josselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée d'études nord-américaines et professeur agrégé d'anglais. Vous avez exercé différents métiers en France et aux États-Unis avant d'enseigner l'anglais en collège et en lycée pendant 10 ans. Spécialiste des États-Unis et du mouvement conservateur américain, vous avez consacré votre thèse de 3e cycle au magazine conservateur National Review sur l'ère Clinton. Outre l'essai pour lequel nous vous recevons aujourd'hui et dont vient de parler Benoît, vous êtes également l'auteur de l'Amérique des think tanks chez l'Harmattan en 2006 et de Obama, de la déconstruction de la démocratie en Amérique aux 4 vérités éditions, ouvrage paru en 2010. Vous vous dites eurosceptique, écolosceptique et très critique à l'égard de toutes les modes idéologiques, collectives et hystérie de masse qui sont selon vous la marque de notre époque. Vous considérez également que le politiquement correct et les lois limitant l'expression sont des aberrations à combattre, comme du reste presque tout l'héritage de mai 68, qui est pour vous cause de régression et non de progrès dans quasiment tous les domaines. Vous êtes une atlantiste convaincue. Vous pensez, et je vous cite, que l'Occident, face aux puissances régionales émergentes et surtout devant les avancées de l'islam radical, a plus que jamais besoin d'une Amérique forte et sans complexe. C'est pourquoi vous voulez faire connaître aux Français ce qu'il y a de bon dans l'Amérique conservatrice, qui résiste crânement au politiquement correct et garde un sens aigu des libertés. Vous êtes d'ailleurs en contact direct avec plusieurs groupes conservateurs et Tea Party aux États-Unis, mais aussi avec l'équivalent britannique du Tea Party, le groupe Conservative Renewal. Merci Jean-Baptiste. Alors, chers auditeurs, vous aurez remarqué qu'on emploie le mot Tea Party. Et peut-être certains d'entre vous, des puristes, seront choqués, mais Evelyne Josselin nous en parlera tout à l'heure. Je pense que c'est un mot intraduisible. Voilà, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Elle nous en parlera, mais Tea Party, ça ne se traduit pas. Evelyne. On pourrait le traduire, les manuels scolaires l'ont fait pendant des années par la partie de thé de Boston, mais bon, c'est un fait civilisationnel qui n'a pas d'équivalent chez nous. J'explique en tout début de mon livre pourquoi il est plus intelligent de garder Tea Party, puis plus court aussi. Voilà. Merci. Le portrait de Serge Le Bigot. Serge Le Bigot, voilà 15 ans que vous êtes à la tête de l'association non subventionnée Parents contre la drogue, et plus de 20 ans que vous faites de la prévention auprès des toxicomanes. Votre action vous a valu d'être auditionné à maintes reprises à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Votre association entend informer l'opinion publique sur les effets des drogues, les politiques de prévention ainsi que les thérapies visant à l'abstinence. Parents contre la drogue reçoit au quotidien des parents inquiets des problèmes de drogue et d'alcool de leurs enfants. Notre pays détient d'ailleurs le record de consommation de cannabis pour les jeunes de 13 à 20 ans. Vous donnez donc aux parents des conseils pratiques pour les aider à protéger leur progéniture. Et c'est nourri de cette expérience que vous avez publié en 2010 « Cannabis, ce que les parents doivent savoir » aux éditions Le Thielleux. Et vous sortez aujourd'hui un nouvel ouvrage de témoignages de parents et de jeunes gens, le dossier noir du cannabis aux éditions Salvator. Vous luttez contre la consommation de stupéfiants et contre tous ceux qui en font la promotion, notamment par des actions en justice. Parents contre la drogue s'opposent à toute forme de libéralisation de la drogue. Depuis 2010, les activistes de la drogue, largement financés par des fonds publics, réclament la création de salles d'injection en France. Ces salles ne sont ni utiles ni souhaitables, dites-vous, car dans aucun pays, elles n'ont montré leur efficacité. Face au projet de création d'une salle de consommation de drogue dans le 10e arrondissement de Paris, vous avez porté plainte contre X devant le tribunal de grande instance et la Cour de justice de la République. Vous avez également déposé un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui, en la matière, vous a donné raison, car ce même Conseil d'État a récemment repoussé l'ouverture de cette salle d'injection. Grand succès dont on reparlera tout à l'heure. C'est pas si souvent qu'en s'adressant à la justice, on a gain de cause. Alors, Serge de Bigot, si vous le permettez, je vais commencer par me tourner vers Evelyne Josselin. Est-ce que vous pouvez décortiquer pour nous la crise américaine qui vient d'avoir lieu et dont tout le monde a entendu parler dans les journaux? En commençant peut-être par nous rappeler brièvement, bien sûr, le fonctionnement des institutions parlementaires américaines et les forces en présence, les enjeux, pour mieux comprendre le blocage qui a mis les États-Unis et même le monde entier en émoi, je crois qu'on peut le dire. Voilà, l'idée, Evelyne, c'est que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé, et ça n'était pas évident à la lecture des médias classiques. Heureusement qu'on a Radio Côte-Ouest. Alors, puisque je suis essayiste, je vais essayer de répondre à votre question. Je crois que, avant de dire ce qu'il en est des institutions américaines, pour que les gens comprennent véritablement ce qui s'est passé, je crois qu'ils ont besoin d'une chronologie des événements. Parce que cette crise du budget qu'on a vu se dérouler du 1er octobre jusqu'à dimanche dernier, je crois, eh bien, cette crise du budget, elle dure en fait depuis l'arrivée d'Obama, avec des étapes successives. Donc si vous me donnez quelques minutes, je peux les développer. Avec plaisir. La bataille du budget donc commence avec l'arrivée d'Obama. Je renvoie à mon livre où j'ai fait un chapitre qui s'appelle « La bataille du budget », page 217. Et donc voici le rappel de quelques dates clés. En 2008, tout le monde se rappelle qu'il y avait eu la crise. Donc le budget voté par l'administration en septembre 2008 pour 2009 était de quelques 700 milliards de dollars. Guerre et sociale et dépenses sociales confondues, ce qui était déjà important, mais il s'est considérablement alourdi avec le TARP, le fameux plan Bernanke-Paulson, le plan de relance suite à la crise, donc 700 milliards de plus. On est déjà à 1 trillion 400 milliards, auquel il a fallu ajouter presque 500 milliards de plans de relance, vous vous rappelez, pour les sociétés, enfin les compagnies automobiles, etc., les banques, bon. Et là-dessus, Obama, juste arrivé, impose impose dans l'urgence, à la Saint-Valentin 2009, il impose son fameux stimulus, c'est-à-dire son plan de relance général, soi-disant pour l'emploi. 800 milliards de plus. On arrive à quelque chose comme pas loin, enfin entre 2,5 et 3 trillions de dollars, 12 zéros, chers auditeurs, pour la seule année 2009. Bon, alors Obama, en septembre 2009, présente pour 2010 un budget de 3 trillions 552 milliards de dollars. En septembre 2010, pour 2011, il rehausse le tout, et là il présente un budget de 3 trillions 840 milliards de dollars. Et les 2 années de suite, où c'est tout à fait intéressant, il avait tout de même un congrès pléthorique à sa disposition, un congrès entièrement démocrate, eh bien c'est un refus du congrès de lui accorder son budget. Cela nous amène, je fais le plus vite que je peux. Non, mais attendez, c'est très clair. Donc même avec un congrès qui est de son parti, il a tellement exagéré avec ses propositions de budget qu'il a été refusé par le Parlement. Sauf que les démocrates qui auraient bien voulu lui faire plaisir
ont trouvé que finalement, ils allaient arriver à dépenser tout autant d'une manière déguisée. Alors, ils ont refusé tous les plans budgétaires proposés par les Républicains, et il y en a eu une kyrielle, au moins une dizaine. Donc des plans qui allaient plutôt vers l'économie, je présume. Bien entendu. Et puis, ils ont obligé le pays à adopter résolution continue après résolution continue. C'est une résolution continue, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on donne un coup de pied dans le ballon et ça va un peu plus loin. C'est simplement, on repousse l'échéance. Donc, toutes les 6 ou 8 semaines, une nouvelle résolution continue, ce qui fait que le Congrès est en dysfonctionnement depuis 2009. Il n'y a pas eu de budget voté depuis 2009. C'est extravagant pour la première économie du monde. Et donc, ce dysfonctionnement est entretenu par les démocrates. Harry Reid, qui est le premier personnage du Sénat depuis 2006, s'arrange pour qu'il n'y ait pas de budget voté et en même temps donne libre cours aux dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire toutes les dépenses pas forcément nécessaires et en tout cas toutes celles qui ne sont pas automatiques, c'est-à-dire celles qui vont aux retraites ou à la santé ou qui augmentent chaque année d'elles-mêmes sans budget. Donc ça les arrange. Pas de budget voté, ça les arrange. Sur ce, le 21 avril 2010, c'est important parce que c'était la pomme de discorde de l'autre jour, Obamacare, tout le monde sait ce que c'est maintenant, ou tout le monde croit savoir ce que c'est maintenant, est signé par Obama, donc le 21 avril 2010. Dites-nous quand même ce que c'est, même si alors, tout le monde minutes, croit. Ce plan de santé, la sécu d'Obama, comme disent les gens, ce plan de santé n'a jamais été véritablement voté. Il y avait un dernier tour de navette à faire au Sénat. Pour cela, le républicain Scott Brown avait été élu à la place de feu Ted Kennedy, qui venait de disparaître, et donc la 60e voix manquait aux démocrates pour faire passer le plan de santé d'Obama. Alors qu'à cela ne tienne, ils ont sorti de derrière les fagots une vieille loi, qui s'appelle c'est pas une résolution, alors le mot m'échappe maintenant, bref, peu importe, une loi qui n'est employée que pour des détails. Bon. Pour une loi de cette importance, qui couvre 1/6 de l'économie, qui va provoquer une hausse d'impôts faramineuse, et qui entraîne des bouleversements vraiment fondamentaux, pour cette loi, ils ont donc la procédure le mot ne reviendra pas maintenant. Ils ont donc employé cette procédure et court-circuité la navette démocratique. Donc cette un petit peu comme si en France on prenait des décrets sur une loi qui n'était pas votée, des décrets d'application, voilà, si pour comprendre. Moi je le vois comme ça. Voilà. Moi je l'ai comparé au fait, par exemple, que les technocrates européens aient complètement discrédité le vote des populations à chaque fois. C'est un peu démocratiquement c'est de la même valeur, c'est du même ordre. Donc, Obamacare, énorme hausse d'impôts en prévision et surtout quelques trillions de dollars de plus, vraisemblablement, pour venir alourdir la dette. C'était le stimulus l'année précédente qui avait déclenché le Tea Party. C'est l'Obamacare signé en 2010 qui donne son ampleur au mouvement et qui fait que le mouvement se développe absolument dans toute l'Amérique, partout dans tous les États et à tous les échelons. Donc peut-être, je suis désolée, je vous interromps, c'est juste pour que nos auditeurs nous suivent bien. Oui. Donc vous dites que d'abord le stimulus, donc les plans de relance qui étaient faramineux, vous nous avez donné les chiffres, ont mobilisé les Tea Party et qu'ensuite c'est le plan, la sécu d'Obama qui mobilise les Tea Party. Il est peut-être temps de dire en quelques mots ce que sont ces Tea Party, non? Peut-être nos auditeurs nous suivraient mieux. Le Tea Party. Puis après on reviendra à la chronologie des événements. Je vous le promets. Vous me donnez l'occasion de faire comprendre aux auditeurs à quel point c'est difficile d'écrire sur un sujet mouvant. J'avais eu le même problème avec le Obama de la déconstruction parce que c'était mouvant, mais là ça ne l'est plus encore. Alors le Tea Party, c'est un mouvement, c'est pas un mouvement seulement de contribuables en colère, mais ça c'est parti un petit peu comme ça grâce à Rick Santelli le 21 février 2009. Et ce mouvement, donc, s'est étendu à l'Amérique profonde. C'est un mouvement de révolte contre les dépenses insensées de l'État, contre cette dette qui s'alourdit de jour en jour, qu'on repousse sans cesse. C'est un mouvement de mécontentement général. Voilà. C'est un mouvement de citoyens législateurs, selon le mot même de celui qui a lancé le mouvement, Rick Santelli. Et puis c'est un mouvement de citoyens journalistes, selon le mot de James O'Keefe, qui est ce jeune journaliste brillant et très ingénieux, qui avec sa caméra cachée a fait tomber un des bastions d'Obama, la fameuse organisation Acorn, qui est spécialisée dans les trucages électoraux. Voilà. D'accord.
Donc, ce sont des citoyens vigilants, et citoyens pas dans le sens de sans-culottes comme chez nous. Hein. C'est pas en Amérique, c'est positif le mot citoyen. C'est pas comme l'esprit citoyen qu'on veut inculquer dans les écoles aujourd'hui. Ça serait même à l'inverse. Hein. C'est citoyen, mais c'est le même mot, mais c'est pas les mêmes notions. C'est ce qu'on appelle la société civile. C'est l'action c'est l'action de gens qui sont militants sans être dans des partis. Complètement. Et les citoyens, c'est nous le peuple, comme le dit la Constitution, nous le peuple qui avons le droit et le devoir par la Constitution de nous ingérer dans ce que l'État décide quand l'État usurpe ses pouvoirs, quand l'État devient autoritaire et quand l'État dépasse les limites de ses pouvoirs. C'est un peu ce que fait Contribuables Associés. Mais bien sûr. J'allais le dire. Bon alors, je vous ai interrompu, veut reconquérir les libertés qu'on lui confisque tous les jours. Voilà. Je vous ai donc interrompu, je suis désolée, mais je crois qu'il fallait pour que la compréhension du sujet, mais je vous propose de revenir à la chronologie pour en arriver donc à la votre question était très bien parce qu'elle arrivait au moment où justement j'expliquais que Obamacare allait alourdir la dette, et la dette sous Bush, qui a été tellement vilipendée, la dette sous Bush, guerre comprise, faisait 9 trillions de dollars, 12 zéros, rappelez-vous, 9 trillions de dollars. Obama, en octobre 2013, en est à lui tout seul, à 17 trillions de dollars. Autrement dit, à lui tout seul, il a presque doublé la dette en 5 ans seulement. Trillions, je sais pas si c'est un mot qui est toujours qui est très commun pour les gens. C'est 1000 millions, non? Les Allemands de l'Ouest, les Allemands de l'Ouest ont dû payer, j'ai entendu dire, 2 trillions d'euros pour secourir, pour mettre à jour les Allemands de l'Est, quand ils ont fait la réunification. C'est 2000 milliards. Et donc là, c'est 17 000 milliards. C'est ça? Si vous préférez. Non, oui, parce que trillion, on l'utilise assez rarement. Donc, c'est en fait... Je peux mettre mon grain de sel. J'ai eu à corriger un texte qui contenait ce mot et j'ai cherché dans le Robert 1980. Il y a 2 définitions pour trillion en français. C'est 1000 milliards la base, mais depuis 1948, c'est 1 milliard de milliards. Donc il faut garder la vraie définition qui est 1000 milliards. Oui, c'est 1000 milliards. Voilà. C'est vrai que quand nous on parle de la dette française, on dit 1900 milliards. Voilà. Donc c'est peut-être parce que c'est chez chiffres en tête, mais je pense que nos auditeurs auront suivi. Cette nouvelle unité, justement, elle est devenue vedette sous Obama. Hein, voilà. Bon, elle définit la présidence d'Obama. C'est pour ça que c'est quand même intéressant. Enfin, excusez-moi si je l'emploie, je vais essayer. Non, je vous en prie, je voulais être sûr que pour nos éditeurs qui n'auraient pas familiers avec ce mot, ils avaient bien compris que trillion, c'était 1000 milliards. Milliards. Voilà, vous voyez, moi-même, j'ai du mal. Oh là là, un trillion, 1000 milliards. On va réveiller Krasuki, il va nous expliquer tout ça. Alors, j'espère qu'ils ont bien suivi jusque-là. Je termine très très vite, aussi vite que je peux. Novembre 2010 arrive donc l'élection. Le Tea Party arrive enfin au pouvoir sous la forme de quelques gouverneurs et 30 élus à la Chambre et une poignée d'élus au Sénat. Alors, est-ce qu'on l'a appelé le Congrès Tea Party? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que l'influence des sénateurs et des membres de la Chambre Tea Party est réelle, étant donné qu'ils ont infléchi le discours national et qu'ils ont forcé maintenant toute question à être ou la bataille du budget ou en tout cas se reporter à la bataille du budget. Donc ça, c'est un succès considérable. En revanche, est-ce qu'on peut parler de congrès Tea Party alors qu'ils n'ont qu'un tiers ils ont qu'un tiers ils ont que la Chambre, ils ont qu'un tiers de la Chambre. Donc un tiers du tiers des commandes fédérales. Donc quand on entend les détracteurs du mouvement Tea Party dire que le Parti républicain est noyauté par un groupe d'extrémistes Tea Party, mais ils déménagent complètement parce que c'est faux. Ils ont qu'à aller à Google tout de suite, vérifier leurs chiffres et puis voir ce qu'il en est, c'est pas vrai. Donc, mais ils se font entendre sur un sujet dont on ne parlait pas avant. Je crois que c'est ça qui leur donne cette puissance. Ils ont infléchi le débat national dans le sens parle coût pour le contribuable, sans arrêt. Alors, dès son arrivée au pouvoir, le Tea Party, enfin les groupes Tea Party constatent qu'il y a 50% de l'économie américaine qui relève de l'État. Avec Obamacare, on arrivera à 58% de l'économie qui donc relève des dépenses de l'État. Et sur cela, 60% des dépenses sont englouties par le social et seulement 4%
ça sera intéressant pendant votre deuxième heure de vous en souvenir, 4% seulement sont accordés aux militaires et à la sécurité nationale. Donc vous voyez, il y a une grosse disparité entre les postes de dépenses. On est un peu sur les chiffres français, 58% de dépenses publiques. Nous, on est à 57 et quelques pour 2012. Sauf qu'avec Obama, ça a augmenté dans un sens pour le social et ça a diminué dans l'autre pour les militaires. Alors le désaveu donc que représentent ces élections de 2010 pour Obama le force à nommer en 2010 la commission Simpson-Bowles, une commission bipartisane pour examiner ces questions de budget, et puis comme il la rejette en 2011, un super comité, soi-disant, dont il rejette également les conclusions parce que ces deux organisations aboutissent aux mêmes conclusions que le Tea Party, même s'ils ont des chiffres très minorés. La conclusion, elle est brute et pas agréable pour Obama, c'est que les déficits encourus empêche à jamais un retour à l'équilibre budgétaire, étant donné qu'ils sont très supérieurs aux rentrées. Alors Obama, lui, pense, mais il n'y a qu'à augmenter les rentrées en augmentant les impôts, bien entendu. Tiens, ça me rappelle aussi quelque chose qui se passe en France. Alors, je me rapproche de la crise qu'on a connue ces journées, le 8 avril 2011. Déjà, le 8 avril 2011, si les journalistes avaient fait leur travail, les gens auraient été beaucoup moins surpris ces jours derniers parce qu'il s'est passé la même chose le 8 avril 2011. Déjà, le sénateur Pat Toomey avait expliqué que non, le pays allait pas faire défaut parce qu'Obama agitait le spectre du défaut national. Le gouvernement reçoit 10 fois plus d'argent qui n'est nécessaire pour payer la dette, les intérêts de la dette. Pas la dette c'est impossible, mais pour payer les intérêts de la dette. 10 fois plus. Et c'est toujours vrai, ça, 2 ans plus tard, c'est toujours vrai. Donc, seule obligation pour le président des États-Unis, c'est de payer à temps, c'est-à-dire à terme, et intégralement les intérêts de la dette. Ça, il ne peut pas s'y soustraire. Pour le reste, c'est à sa discrétion, et donc, c'est sa décision d'ordonner les priorités des dépenses. Il peut décider, même pour les mammouths de l'État que sont les retraites, Medicare, Medicaid, alors aide sociale aux pauvres, aide maladie aux personnes âgées, même ça, il peut le rééchelonner, le faire. Bon, en revanche, les intérêts de la dette, il peut pas s'y soustraire. Bien. Ça, c'est très important. Ça n'a pas été dit par personne, que je sache, dans les médias ces temps-ci. Alors, donc c'est une menace fictive, hein, cet épouvantail là qui est agité par les démocrates et par Obama. C'est pour affoler les foules, les marchés, bien entendu, et les républicains mous. C'est pervers et c'est malsain parce que ce qui devrait en fait horrifier les gens, c'est que malgré des règlements asphyxiants pour l'économie et puis des taux d'imposition strangulaires pour les gens, il faille encore emprunter rien que pour payer les intérêts de la dette. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait provoquer l'indignation et un tollé général. Mais vous n'entendez personne le dire. Ça, c'est extrême. Alors, moi, j'avais quand même une question pour poursuivre. Vous disiez tout à l'heure que le budget n'était pas réellement voté depuis des années. Oui. Que, en fait, on faisait les dépenses courantes de l'État et puis par certains artifices, on arrivait à rajouter des choses à droite, à gauche. Comment se fait-il qu'il y a eu cette fois ce blocage dont, en lisant les médias français, on avait l'impression que ce blocage provenait d'un refus de voter le budget? Oui, mais attendez, il y a une subtilité là qui m'échappe. Non, mais c'est pas une subtilité, c'est un très, très gros mensonge des médias qui font pas leur travail depuis déjà des années, qui sont complètement qui roulent tous pour Obama, excusez l'expression, mais c'est vraiment le cas, y compris les médias français. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc très exactement, puisqu'avant on votait pas le budget, ça continuait quand même à marcher, là ça s'est arrêté. Rien de plus que le 8 avril 2011. Quand le sénateur Pat Toomey avait déjà dit qu'est-ce que c'est que cette idée de shutdown, de fermeture du gouvernement, si le gouvernement ferme, c'est que le président le voudra bien. Ben là, c'était exactement la même chose. Donc en fait, c'est une décision d'Obama pour forcer la main. Mais complètement. Mais il n'y avait pas de raison supplémentaire. Si, la raison, c'est que pour une fois, les républicains, avec John Boehner en tête, John Boehner, c'est le troisième personnage de l'État, et le président enfin, c'est pas le président, c'est le speaker, il n'y a pas de traduction, de la Chambre des représentants. Oui, bon, appelons-le, comment on l'appelle. Oui, mais non, parce qu'il y a aussi un président qui est le deuxième personnage. Porte-parole. Non, c'est pas le porte-parole. Non plus. Comment s'appelle en France le premier personnage de la Chambre? C'est le président. Président, oui. Donc on n'a qu'à utiliser le mot comme ça. Il y a un super président puisque derrière lui il y a un président qui est Eric Cantor et puis au Sénat il y a pas la même appellation pour la tête du parti. Bon, peu importe.
Je ne sais plus où j'en étais. Non, ma question était comment se fait-il que cette fois il y a eu cet arrêt de paiement des agents de l'État, hein? Simplement parce que cette fois-ci, les Républicains ont attaché à la fameuse résolution continue. Hein, je traduis, je fais le calque là, je traduis carrément puisqu'on n'a pas d'équivalent français. C'est-à-dire l'autorisation de continuer à dépenser sur les taux de 2009. Voilà, c'est ça. Sans nouveau budget, autorisation de dépenser. Ils ont attaché une petite condition. Ils voulaient pas qu'Obamacare, voilà où on revient donc au fameux, ils voulaient pas qu'Obamacare soit mise en vigueur tout de suite. Ils demandaient le recul d'au moins 1 an d'Obamacare parce qu'Obama, faut le savoir, complètement illégalement et contrairement à la Constitution sur laquelle il a pourtant juré, a lui décidé d'en exempter lui-même tout le personnel administratif, le Congrès, les 2 chambres, les syndicats dans une grande partie, et les grosses corporations, enfin tous les entrepreneurs, mais pas les individus. Les individus, au 1er octobre 2013, devaient commencer à tous aller s'inscrire sur Internet, sur un site de sécu obligatoire, comme en France. Sauf que ça prend des heures pour entrer dedans enfin bref, c'est un bourbier administratif extraordinaire. Le site a bugué d'ailleurs. Mais complètement. Et donc si les gens n'arrivent pas au 1er janvier 2014 à être inscrits, ils devront payer une amende. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas du tout envie de s'inscrire parce qu'ils se sont dit l'amende on la payera, tant pis, ça nous fera moins cher que le coût extraordinaire qui est demandé à certains. Alors bien sûr, il y a ceux auxquels ça va profiter, ce sont ceux qui n'ont jamais pris d'assurance et qui auraient pu en prendre une. Parce que c'est complètement faux, c'est une contre-vérité de dire que les gens n'étaient pas assurés parce qu'ils étaient pauvres. Les pauvres étaient tous assurés. Les femmes étaient assurées au moins 2 ou 3 fois. Les enfants aussi. Ceux qui n'étaient pas souvent assurés, c'était les Américains blancs, hommes, et après l'âge d'université et avant la retraite. Voilà. C'était ceux-ci qui, parfois, entre 2 emplois, pouvaient se trouver non assurés ou qui pouvaient, par choix personnel, décider de ne pas s'assurer. Bon, enfin bref. Donc, on en arrive ici parce que les Républicains, pour une fois, ont dit, voilà, c'est inégal. Ce que le président a fait, ce n'est pas légal et c'est en plus inégal. C'est injuste parce que l'Américain moyen est soumis à quelque chose dont les parlementaires, enfin il n'y a pas de parlementaires, dont le Congrès et les gens puissants de ce pays sont eux exemptés. Donc ils auraient pu, voilà. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça. C'est un peu, oui, les gens étaient contre, mais en plus on en exempte un certain nombre de gens. Le fameux Obamacare, figurez-vous, doit être contrôlé par, devinez quel organisme, le service des impôts. Le service des impôts à des heures, alors que le service des impôts, ça j'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, le service des impôts, en mars dernier, il y a eu un scandale qui a éclaté, un de plus dans l'administration Obama, et celui-là, comme les autres, fait l'objet de commissions d'enquête du Congrès, mais comme toutes les autres, piétine parce que les démocrates ne fournissent pas les pièces et font de l'obstruction. Mais néanmoins, c'est un scandale de plus, et c'est un scandale parce que on a la preuve absolue, et ça vient de la Maison-Blanche, qu'il y avait ordre au service des impôts partout de harceler tous les groupes Tea Party ou tous les groupes qui avaient dans leur intitulé, enfin dans leur nom, les mots liberté ou les mots constitution. Tout cela était suspect et ont donc fait l'objet d'un harcèlement intensif depuis 4 ans. Ça explique aussi un petit peu pourquoi Obama est repassé en 2012. Hein. Bon. Donc la crise a donc éclaté l'autre jour de façon, cette fois-ci, au grand jour. Et, donc ils ont non seulement refusé de voter le budget, mais ça on avait l'habitude, d'après ce que vous nous avez dit, mais en plus ils n'ont pas autorisé cette reconduction des crédits. Hein, c'est ça. C'était pour résumer, pour bien comprendre le mécanisme. Tard, 3 semaines après la fameuse résolution continue que les Républicains ont d'abord refusé d'autoriser. Après ils ont diminué leur demande 4 fois de suite en 3 semaines. En 11 jours, que dis-je en 3 semaines, 4 fois de suite en 11 jours, ils ont diminué leur demande. À moins que, au lieu que ce soit, à moins qu'il y ait plus que cette petite chose que non, puis après, en définitive, plus rien. Et c'est même Obama qui a dit qu'il voulait entendre parler de rien. Et à plusieurs reprises, il a dit qu'il voulait pas négocier. Et là encore, la désinformation a été totale en France, chez nous. C'est une honte, parce qu'on a tout le temps entendu l'obstructionnisme des Républicains. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on en est arrivé à ce bluff jusqu'au boutiste d'Obama et une fois de plus, c'était pas la première fois,
Et de nouveau, les républicains, alors qu'on avait mis quelques espoirs en eux, de nouveau ils ont cédé lamentablement, ils sont effondrés, ils sont affolés. Et qu'est-ce qu'ils ont en échange? Rien. C'est simplement repoussé de 3 mois. Et c'est tout. Et on en est là. Voilà. Et si on a bien compris, sous une certaine pression de l'opinion, parce que quand on commence à ne plus payer les fonctionnaires, à fermer des services... Non mais ça c'était rien, parce que ça je pourrais vous parler après de ce qu'était réellement cette fermeture du gouvernement. J'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure, c'est qu'en août 2011, après donc la première menace d'avril 2011, en août 2011, le 2 août 2011, il y avait eu déjà, les Républicains avaient déjà cédé, c'était la même... Je ne comprends pas pourquoi on en a parlé cette fois-ci en France, et qu'on n'en avait pas parlé il y a 2 ans. Parce que c'était exactement le même cas de figure. Et donc les Républicains avaient déjà cédé, et comme ils avaient cédé, ils avaient obtenu au moins une chose à l'époque, ils avaient obtenu que les taux d'imposition de Bush de 2001, qui étaient reconductibles au 1er janvier 2011, ils avaient obtenu que ces taux d'imposition stagnent 2 années de plus, c'est-à-dire jusqu'à janvier 2013, et Obama avait dit oui, d'accord. Et en échange de quoi, si les déficits n'étaient pas moins importants cette fois-ci que les rentrées, eh bien là, la procédure de séquestre serait déclenchée. Le séquestre, c'est un blocage automatique des dépenses. Et comme ils se sont encore pas entendus fin 2012 et début 2013, il y a eu ce fameux séquestre. Et là, 2% des Américains ont dû payer, au lieu de 35% d'imposition, sont passés à 39%. Et malgré cet apport supplémentaire, bien entendu, l'autre jour, Obama était de nouveau à court de dollars, il n'y avait plus $1 en poche, et il lui fallait un petit trillion de plus, c'est-à-dire 1000 milliards. Voilà. Pour les auditeurs qui nous auraient rejoints en cours de route, donc sur Radio Courtoisie, je rappelle que ce libre journal des contribuables, dans sa première partie, a comme invité que vous venez d'entendre Evelyne Josselin, qui est auteure de Tea Party, l'Amérique à la reconquête de ses libertés. Et nous parlons donc de la crise récente qui s'est déroulée aux États-Unis. Et Serge Le Bigot, à qui on va bientôt donner la parole, qui est président de l'association Parents contre la drogue et auteur du dossier noir du cannabis. Vous pouvez nous adresser vos messages en téléphonant au 01 46 51 00 85, par télécopie 01 46 51 21 82 et sur internet Radio Courtoisie tout attaché .fr. Non, ça c'est c'est le site radiocourtoisie.fr. L'adresse courriel c'est courtoisie @ je vais y arriver à radiocourtoisie.fr. Excusez-moi, courtoisie @ radiocourtoisie tout attaché .fr. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs, Bernard? Seulement 2, une hors sujet arrivée dès le début et une à l'instant que Madame Josselin vient de traiter longuement. Donc je pense que la réponse est donnée à notre auditrice qui disait, paraît-il que le Tea Party bloque Obama, donc vous ne parlez que de ça depuis un moment. C'est pour ça que j'ai commis un article pour les 4 vérités de la semaine dernière. Dans lequel Vérité étant un magazine hebdomadaire. Oui, que j'ai fait sous forme de questions et réponses. Justement, je pose toutes ces questions naïves que les gens forcément se posent puisqu'ils ne sont pas informés. Serge Le Bigot. Oui, moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'un mouvement comme le Tea Party est adaptable en France? Ça, on m'a demandé ça au moins déjà 100 fois. Quand on voit ce qui se passe, on est dans la même configuration. On a des gens qui se prennent pour des petits chefs. Complètement. Mais moi, je pense que c'est à chaque pays de trouver sa forme de protestation. Et je suis très, très déçue par le mouvement contre le mariage gay. J'ai vu tellement de manifestants qui étaient divisés entre eux. Moi, je suis allée avec eux, je leur ai demandé, mais on pourrait pas aussi marcher pour les impôts, on pourrait pas aussi marcher pour les criminels remis en liberté. Ah, c'est pas la même chose, blablabla, etc. Mais la question, peut-être, moi, que je prolongerai, que j'avais envie de poser aussi, c'est quasiment formulée comme celle de Serge Le Bigot, mais est-ce que les institutions françaises permettraient ce genre de blocage? Justement, je crois pas, parce que alors très important ce que vous me demandez, Benoît de Taffin. Parmi les questions naïves que les gens posaient et que les journalistes entretenaient les semaines passées, il y avait de quel droit est-ce que les républicains bloquent comme ça la sécu d'Obama? Bon, de quel droit? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Je veux dire, du droit d'un parlement. Oui, c'est quand même n'importe qui connaît en plus la Constitution américaine. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai appris ça au lycée, moi, autrefois, en classe de seconde, je crois. Eh bien, il va de soi que c'est le travail du Congrès. La Chambre des représentants a le pouvoir de la bourse et le Congrès a le dernier mot en matière de taxation.
Le président peut proposer, mais il n'a pas à disposer. C'est non seulement son droit, mais c'est son devoir. Donc un Parlement en France qui ne serait pas dont le parti majoritaire ne serait pas à la botte du président de la République aurait le pouvoir de ne pas voter un budget. On pourrait avoir le même type de blocage. Et alors là, justement, j'en aurais terminé. Qu'est-ce que nous aura apporté cette fermeture du gouvernement? Eh bien, il y a plusieurs thèses sur la tactique à droite ou maladroite des républicains, enfin pas des républicains, parce que les républicains eux cèdent surtout. Ils sont piégés par leurs intérêts personnels. Ils sont victimes justement des gros lobbies, excusez-moi, lobbies entre guillemets, qui sont quelque chose de différent des groupes de pression, qui représentent les très gros intérêts de Wall Street ou des grandes compagnies. Et donc les républicains sont pris en tenaille entre leur base, qui devraient écouter, et leurs intérêts personnels. Et une fois encore, ils ont cédé par peur et par intérêt personnel. Et c'est honteux. Donc, les républicains véritables, les républicains à principe, pour les différencier, donc les républicains Tea Party, ils ont fait, avec cette fermeture du gouvernement, ils ont démontré plusieurs choses, mine de rien, qu'on apprécie ou pas. Ils ont démontré, d'une part, que la loi Obamacare est profondément injuste, qu'elle est pleine de promesses qui ne pourront pas être tenues, et qu'au contraire, les gens devraient se préparer à des déconvenues extrêmes. Beaucoup de groupes de personnes verront leur prime d'assurance doublée ou même triplée, ce qui n'est pas rien. D'autres vont complètement perdre leur assurance parce que cette loi est tellement mal faite et mauvaise figurez-vous qu'elle instaure la loi des 29 heures. Personne ne vous a dit ça encore, que je sache. Comme elle dit que tout employeur doit assurer tout employé qui fait plus de 30 heures de travail, les petits entrepreneurs qui n'ont pas les moyens ont réglé la question. Comme si la Sécu disait en France, voilà. On n'assure pas au-delà de 35 heures. Voilà, après l'Amérique, qui est un pays de travailleurs, faut insister là-dessus, hein, c'est pas des gens qui prennent des vacances. 35 heures, c'est pas pour eux. Bon, oui, maintenant ça va le devenir. L'Amérique va devenir un pays de mi-temps. Voilà, Obama vient d'inventer les 29 heures. C'est fantastique. Qu'est-ce que la fermeture a encore montré? J'en ai terminé, rassurez-vous. Donc l'injustice d'Obamacare, le scandale, le fameux scandale des impôts n'a pas été exploité comme il aurait dû l'être à l'occasion, parce qu'il est intimement relié avec Obamacare. Le projet d'amnistie, autrement dit de légalisation massive des 10 ou 12 millions d'illégaux qui restent et qui va de pair, qui est parallèle, ce sont les deux lois les plus importantes pour Obama, dont le projet, lorsqu'il est arrivé en 2008, avant d'être élu, il l'a dit juste avant son élection, je vais fondamentalement changer l'Amérique. Bon, avec quoi est-ce qu'il va la changer, l'Amérique? Avec son projet d'Obamacare, c'est-à-dire la socialisation de la médecine, et avec la légalisation massive des immigrants. Là, il est certain que les républicains sont morts. Bon, qu'est-ce que la fermeture a encore démontré? A montré que si les républicains veulent garder un parti qui ne sert qu'à entériner les décisions des démocrates et qu'à accepter tous les désirata d'Obama, c'est un parti qui n'est plus un parti que de nom. Et ça, c'est une écorce vide. Donc, ça pose la question du bien fondé de garder un parti qui n'est plus un véritable parti. Il n'y aura plus de véritable alternance. Et enfin, très important, ça a montré, je crois que c'est ce qui a le plus déplu aux journalistes et aux gens de gauche aux États-Unis, ça a démontré que, finalement, on peut très très bien se passer du gouvernement pour un tas de choses. La société civile a pris le relais. Les parcs nationaux qui ont été fermés par Obama, comme les cimetières de Normandie qui n'avaient pas été fermés. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les cimetières de Normandie, mais en Amérique, il y avait la société civile et quelques gouverneurs aussi tendance Tea Party qui ont dit non, tel et tel parc va être ouvert. Et la société civile a pris le relais. Donc ça a quand même démontré pas mal de choses que je trouve très intéressantes. Tout à fait. Voilà. Écoutez, merci de conclure là-dessus, parce que pour nous, c'est tout à fait intéressant. On prend des fois l'exemple de la Belgique qui s'est passée de gouvernement pendant un certain temps. Oui. Et là, les États-Unis aussi, on s'en porte pas plus mal, peut-être mieux.